Bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans Le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, accompagnée, comme toujours, de Lovla, de Xan et d'Aurore. Et je vous propose de vous présenter au travers d'une anecdote, comme à chaque fois, finalement. Quelqu'un veut commencer ? Ok, c'est moi. Donc, c'est une bataille de regards. Oui, la pression des regards. Alors, Aurore, j'ai fait de la compétition de natation quand j'étais petite. J'étais plutôt bonne, mais ça m'emmerdait un peu, ça m'intéressait pas spécialement, donc j'ai été sélectionnée pour les régionales. Et j'ai fait « Oh non, ça me fait chier, j'y suis pas allée » alors que j'étais la médaille d'or pour mes... Départementales, c'est Départementales. ça Et t'as dit fuck. Et j'ai fait non, j'ai fait pas intéressée. Vraiment, again, such a verso. Voilà, je dis quelque chose d'autre pour la sur toi. piscine en plus, c'est cool. Ah oui, ça marche pour la piscine et c'est vraiment comme décider de ne pas nouer ses lacets, qui est quelque chose que t'as dit à un autre épisode. C'est vraiment t'es là en mode oh non, ça me donne plus envie. C'est genre pour le coup zéro pression. Ça veut dire toi t'es genre qualifié, on te dit c'est ça là où t'es forte et tout, et toi t'es là en mode juste j'ai décidé que je voulais pas le faire donc tant pis pour vous. L'ambiance c'était assez nul, je dois dire. Mais du coup, la médaillée d'argent et de bronze devaient être ravis que tu te désistes, non, en mode du coup on a Après, la chance de shine. On était vraiment des gamins. Je sais pas à quel point tu te rends compte. Mais sans doute, j'avais pas de copains à la piscine en plus. C'était vraiment pas. Oh non, c'est trop triste. Pas que j'étais toute seule, mais c'était pas. T'avais quel âge à cette époque ? Là, je devais être en CM2 ou en 6e. Ok. Ouais, CM2, je crois. Incroyable. Est-ce que quelqu'un veut donner une autre anecdote ? Moi, je vais lancer la mienne, c'est parti. Moi, en ce moment, je suis en mode fièvre acheteuse. J'ai envie de dépenser beaucoup trop d'argent, d'acheter beaucoup trop de trucs. Là, mon dernier truc, quand j'étais en rendez-vous pour la révision de mon auto, j'ai commencé à aller sur Amazon et je me suis fait un panier à 150 € pour un aérographe. Mais c'est quoi ? Pour la peinture, c'est les pistolets à peinture avec à l'air comprimé. Okay. Toujours pour les Warhammer. Toujours pour les on Warhammer. reste sur une obsession. De toute manière, ton obsession d'achat, c'est c'est un lien avec la Warhammer. voiture. Non. Mais comme d'habitude, je vais finir par rien acheter, vider mon panier dans 3 jours parce que j'aurais fait mes recherches et que finalement je vais me dire est-ce que j'en ai tellement si besoin que ça ? Franchement, c'est une bonne gestion de l'impulsivité en vrai. C'est vrai. Je réfléchis pendant 50 ans et finalement j'achète rien et puis je fais des économies. Ça a très Capricorne, alors c'est le... Ah ouais, donc en fait toutes nos c'est notre signe en fait. Ou si pas. ça se trouve dans un quart d'heure, je vais valider mon panier en plein milieu de l'épisode en mode bon allez c'est parti. Non, parce qu'il faut que tu restes en mode avion. C'est vrai. Et du coup, moi, c'est Lovla. Et mon anecdote, c'est une mise à jour sur l'épisode précédent où il y avait toute cette question sur est-ce qu'il faut faire son frottis, etc. Attention, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et en fait, Lélina m'a dit « Ah, mais c'est probablement peut-être une flemme qui cache une peur. » Et j'étais là en mode « Absolument pas. » Donc j'ai pris rendez-vous. En plein épisode, vraiment. Vous l'avez entendu si vous avez écouté le dernier épisode. Et donc j'ai pris rendez-vous parce que je voulais prouver à Lélina qu'elle avait tort. Que je n'avais pas peur. Je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, j'ai reçu un courrier de l'Institut de lutte contre le cancer pour me dire « Hey, vous voulez pas faire cette chose que vous devez faire depuis 3 ans ?» Et j'ai dit « Ok, c'est bon. » Mais j'avais déjà pris rendez-vous, donc j'étais là en mode « C'est bon, ça suffit la pression. » De prendre rendez-vous et de se faire dépister. Très bien. Eh bien, moi, mon anecdote, je viens de la changer là. Donc vous saurez la prochaine à un autre moment. C'est que si je vous parle d'astrologie, c'est parce que ça m'amuse, mais parce que du coup j'ai lu il y a pas longtemps le livre sur l'astrologie de Liv Strömquist. Je sais jamais dire son nom. Et c'était vraiment ultra drôle, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais juste c'est trop drôle sa manière de parler des signes, des
incompatibilité amoureuse. Et elle parle Mais- de la vie des gens d'une manière mais incroyable. C'est très controversé et je suis persuadée que tu adores cette BD parce que tu es lion et que du coup elle adore les lions. alors donc c'est qu'elle super. déteste les taureaux. Elle déteste les taureaux, elle déteste les vierges également. Mais moi vraiment, genre, il y a 3 cases sur nous Oui. et c'est genre Melania Trump. Donc en fait, non merci, cette acoquination avec Melania Trump, je la refuse. C'est vrai qu'elle n'est pas du tout égalitaire sur ses pages. Genre, il y a Non. des signes, elle fait 2 pages sur eux et d'autres 6. Voilà. Et moi, les lions, elle nous aime. Écoute, elle nous aime. Elle est quoi, Voilà. elle? Elle est Verseau, je crois, Verseau, d'ailleurs. ouais. Mm. Voilà. D'ailleurs, elle fait des pages et des pages sur les Verseaux alors que franchement les Verseaux Alors, surcotés pour moi. Vous allez vous calmer toutes les deux, là. Et on va plutôt commencer cet épisode. Et c'est Lovelock qui l'introduit. Oui, du coup, c'est un peu pareil, une mise à jour, enfin un suivi de sujet, puisque j'avais déjà évoqué dans d'autres épisodes que j'ai parfois eu du mal à avoir des relations sexuelles, à avoir envie de relations sexuelles, parce que c'était pas le bon moment pour moi, ou parce que j'avais des problématiques avec ma relation avec mon corps. Et je pense qu'à plein de moments, j'ai ressenti une pression dans la sexualité. Et je trouve ça cool que, globalement, on parle de sexualité épanouie, qu'il y ait des podcasts. En ce moment, il y a plein de podcasts qui sortent sur le sujet. Donc, je trouve ça super chouette parce qu'en vrai, on est souvent mal informés et toutes ces ressources nous aident à être mieux informés, à mieux nous accepter, etc. Mais en fait, par rapport à tout ce qu'on s'était dit, il y a aussi un moment où j'avais fait des recherches sur le nombre de rapports sexuels et je vous en avais parlé. Et les gens mentent sur le nombre de rapports sexuels qu'ils ont, juste pour se sentir dans la moyenne. Et je pense que ça montre que la pression autour de la sexualité, elle recouvre de nombreuses formes. On se sent obligé d'avoir une sexualité, qu'elle soit fréquente, qu'elle soit satisfaisante, d'avoir des orgasmes, d'en parler, d'être libre avec ça. Alors qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas de relation sexuelle. Donc, on en parlait avant de commencer à enregistrer, mais ne serait-ce que les personnes asexuelles. Et je pense que c'est important d'en parler, même si c'est peut-être pas les personnes qui écoutent le Bisoudrome, vu qu'on passe notre temps à écouter, à parler de sexualité. Mais pourquoi pas, en vrai? Surtout qu'on parle aussi de relations et qu'on peut Tout à être fait. asexuel et pas aromantique. Tout à fait. Mais même en dehors de ça, je pense que ça pose quand même question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une sexualité hyper épanouie et d'en parler sous peine d'être considéré comme prude ou d'être mal vu ou d'avoir une mauvaise image de soi parce qu'on se dit « Ah bah non, en fait, je parle pas assez de sexualité, donc c'est que je suis pas assez libérée, etc. » Est-ce que si on baisse pas, par exemple, quand on est en couple, ça veut dire qu'on s'aime plus ? Est-ce que il faut faire pour avoir envie? Donc, est-ce que l'appétit vient en mangeant, comme on se dit, pour se convaincre d'avoir des relations sexuelles? Et du coup, ça me donnait envie de parler avec vous de quelle pression vous ressentez dans la sexualité en général et de réfléchir à toutes les pressions qu'on a autour de la sexualité. Donc, à en avoir une comme ci, comme ça, et pour plein d'autres raisons. Merci. Je propose qu'on commence tout de suite par la première rubrique, la tienne Aurore. Rêve parti. Moi, j'avais envie de vous parler de la pression autour de l'orgasme et vous dire que peut-être que l'orgasme, c'est pas si important. C'est comme les Verseaux, c'est surcoté. C'est pas surcoté. Vous verrez où je veux en venir. Mais parce qu'en fait, je pense que j'avais longtemps eu l'impression que l'orgasme, c'était comme une bonne échelle de mesure. J'ai eu un orgasme cette coucherie, c'était super. Et C'est un pourquoi indicateur, quoi, Oui, genre voilà. de réussite. Et que c'était peut-être le seul indicateur dans le fond, ou que c'était voilà, t'as joué, c'est bon, c'était bien alors. Alors pourquoi plutôt voilà, toujours une histoire d'apprentissage un peu implicite, un peu diffus. Alors je parle toujours de Sex and the City, mais vraiment je crois que je regardais que ça comme série quand j'étais en 4e, 3e seconde, et je pense que c'est un peu un moment important où tu te forges un peu ton image de la sexualité. Et dans cette série, alors je caricature, mais j'ai l'impression que pour faire comprendre qu'avec tel homme c'était vraiment super, alors la fille, elle aura joui plusieurs fois, donc c'est un peu le signe que c'était Ça vraiment montre très que bien. c'est encore mieux. Ça, Que c'était genre encore les mieux, gens voilà. jouissent plusieurs fois, c'est le C'est summum. vraiment incroyable. Et si elle avait pas d'orgasme, c'est que c'était vraiment pas terrible. Ça s'arrêtait juste sur ça. On parlait pas plus de plaisir que ça dans cette série. Et aussi, par exemple, la question
bah voilà, t'as joui, c'est pas forcément parce qu'on me l'a posé, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui revenait souvent dans les conversations. Et aussi, après, j'aime bien faire la distinction entre la jouissance et l'orgasme. Donc la jouissance étant juste éprouver du plaisir et qui peut être tout au long du rapport et pas forcément se terminer par un orgasme. Et tu peux avoir un orgasme pas terrible sans avoir trop joui. Donc c'est pour ça que je me posais cette question. Et j'ai plusieurs lectures depuis... Bon, ça fait plusieurs années, je sais pas, mais plusieurs mois que je réfléchis un peu à... Enfin, je me casse pas la tête dessus, mais ça fait réfléchir à la place de l'orgasme, son importance, et le fait d'être dans une sexualité où on met pas... où on se dit consciemment que le but, c'est pas l'orgasme. Je trouve que ça change un peu comment se passe... comment ça se déroule. Donc moi, j'ai envie de vous parler de 2 livres. Donc le premier, c'est Apprendre à faire l'amour de Alexandre Lacroix. Donc lui, il est philosophe et journaliste. Il est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Donc je vais essayer plus souvent de faire attention à vous dire d'où viennent un peu les gens dont je parle. C'est pas parce que voilà, quand on a parce que t'as eu des retours de personnalités qui t'ont dit non, c'est pas ça. Même pour moi-même, je trouve qu'en général, c'est intéressant de savoir que telle personne vient de telle formation, telle école, parce que c'est vrai, je suis d'accord. Ça t'apprend une façon de réfléchir et ça donne du contexte. Et donc en particulier du chapitre qui s'appelle De la finalité, qui parle de la finalité d'une action. Donc lui, il distingue 2 types d'actions. Celles qui ont leur finalité et leur but en elles-mêmes, et celles qui ont leur finalité à l'extérieur d'elles-mêmes. Bon, il va donner l'exemple d'aller faire ses courses pour acheter de la lessive. Le but, c'est pouvoir faire de la lessive. Donc le but, c'est pas de se balader et faire ses courses. Et pour une action qui a sa finalité en elle-même, qui est menée sans aucune recherche de résultat, il donne l'exemple faire du sport pour le plaisir de se défouler, de courir entouré de beaux paysages, et pas pour maigrir, pour prendre en muscle. De beaux hommes. Bah pourquoi pas, hein. Oui, tout est possible. Mais... Ton équipe de triathlon. Bon, après, quand il donne cet exemple-là, je trouve que c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, ça pourrait être les 3 à la fois, mais bon, et donc il demande, et faire l'amour, ça se situe où ? Et donc, il dit de manière générale, il a l'impression que les cas où la finalité est recherchée à l'extérieur de la sexualité, de l'activité sexuelle en elle-même, ce ne sont pas forcément les exemples de relations sexuelles les plus satisfaisantes. Donc, il donne l'exemple d'un couple qui fait l'amour juste pour qui veut avoir un enfant, qui fait juste l'amour pour ça, ou un mariage... Donc il dit un peu usé, où t'éprouves plus forcément de désir et que tu couches simplement pour que l'autre soit content et te laisse tranquille, ou le cas de prostitution, des rapports pour l'argent et non pour le plaisir. Donc je trouve c'est des exemples où ça se simplifie un peu, mais on comprend l'idée, on va dire. Et aussi, ce qui est sûr, c'est que quand on fait l'amour juste pour avoir un orgasme, en fait, ça peut se faire en 2 minutes et c'est plié, on va dire. Et ça n'a pas besoin d'impliquer une autre personne aussi. Donc pourquoi le faire avec une autre personne ? Bah peut-être parce que t'as appris que c'était comme ça, je sais pas. Et aussi, ce que je trouvais, c'est que même si consciemment, on va pas se dire c'est pour ça qu'on couche ensemble, c'est pour avoir un orgasme, je trouve que inconsciemment, ça joue dans ta façon d'être durant le rapport sexuel, ou même en se masturbant seul, des fois ça joue aussi, je trouve, quand tu te dis je veux juste avoir un orgasme, c'est pas pareil. C'est sûr. Et donc la question c'est pourquoi on est autant focalisé sur l'orgasme. Donc lui, il dit... Alors en fait, je trouve que mon sujet, il boucle un peu par moments, ça fait je pose des questions et la réponse, on la trouve ailleurs, et ça fait revenir sur Bon, vous verrez un peu. Tu veux faire des schémas en story de tous les liens. De tous les liens. Donc, il part déjà du Freud porn. Alors, je reviens un peu sur je reviens pas dessus, mais ce que j'avais dit dans l'épisode sur le jeu, et j'ai l'impression qu'il dit un peu la même... Enfin, pas la même chose que moi, mais c'est un peu la même idée. Donc, c'est que le problème avec ça, c'est pas tant l'enchaînement du triptyque, mais c'est plutôt le refus d'accorder de la valeur au préliminaire et de se concentrer vraiment de façon premier degré sur la pénétration et l'obligation de résultat. Le triptyque étant préliminaire, pénétration, orgasme. Voilà. Exactement. Et le fait de regarder la sexualité sous ce prisme d'obligation de résultat, il explique que ça colle très bien à la pensée. Bon, c'est pareil, peut-être un peu caricatural d'un français, mais ça colle très bien à la pensée un peu américaine.
la recherche de ce qui marche, de trouver des solutions bien définies, claires, bien bordées. Et c'est un peu sous ce prisme que beaucoup d'ouvrages de sexologie américains ont été écrits et qui ont beaucoup influencé un peu tout, en fait, la culture comme les milieux médicaux. Donc lui, il va citer 2 ouvrages en particulier. Donc il y a le Masters and Johnson, donc le vrai titre c'est le Human Sexual Response, qui a été publié en 1966, donc publié par un gynécologue et une sociologue de la Fondation de recherche en biologie reproductive de Saint-Louis dans le Missouri. Donc eux, ils ont observé plus de 300 couples copulés, et eux, ils appellent ça ils ont observé... Ah, mais c'est la série Master of Sex, Oui, ça a été oui, inspiré d'eux. Oui, Ah, oui. ok. Ouais, je voulais la mentionner, mais dans mon souvenir, elle se centre plus sur la relation entre... Oui, je l'ai pas vu, personnages. mais du coup, c'était juste la référence. Ouais, c'est ça. Donc eux, ils appellent ça le faire l'amour. Eux, ils disent, en fait, ils parlent de cycle sexuel complet. Donc ça fait envie. Wow. Et ils affinent le schéma en fait mis en place par Freud. Et eux, ils identifient 4 phases successives pour un cycle sexuel normal: excitation, plateau, orgasme, résolution. Ils n'ont pas fait que des trucs nuls, puisque c'est les premiers à avoir aussi pas fait de différence physiologique entre l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. Donc ils expliquaient que ça semblait toujours venir du... C'est toujours vaginal, enfin c'est toujours clitoridien, c'est juste ça peut être interne et externe. Quoi. Enfin, stimé directement ou indirectement, mais en fait en réalité ça vient toujours du cerveau, quoi. En plus. Mais bon, déjà... Ce qui est un peu bizarre, alors moi je l'ai pas lu cette étude, mais des résumés que j'ai pu en avoir et de ce que dit Alexandre Lacroix, c'est que ça semble très simple en fait, parce qu'en fait ces gens qui ont copulé, ils l'ont fait dans un labo avec des électrodes partout et apparemment super sympa comme contexte. Tu dis t'arrives à ça. Il faut vraiment en faire du roleplay. Oui, genre faut vraiment faire tout un truc autour de dire regarde comme là on va vivre quelque chose. Face et puis il y a des scientifiques qui te voient derrière la vitre teintée. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux scientifiques? Bon, tout peut être gamifié, mais on part du principe que de base, c'est quand même pas le plus sexy ou un peu impressionnant, quand même, j'imagine. Soit, effectivement, c'est des gens qui n'avaient pas de problème à faire l'amour dans ce contexte-là, mais ça serait donc un biais, disant, je pense que ces gens-là ne représentent pas toute la population. Ouais. Ou alors, je sais pas, ils ont un peu trafiqué, on ne sait pas, parce que, bon, même si les hommes pouvaient exprimer une crainte de ne pas se montrer à la hauteur, apparemment, il n'y avait jamais eu de problème d'impuissance. Et les femmes, elles semblaient toutes atteindre la phase orgasmique de manière presque synchrone avec les hommes. Ah ouais. Bon, ils ont grave mytho sur leur donc, étude, non? Mais bon. En tout cas, c'est trop occupés à se bécoter, du coup, ils n'ont pas vraiment fait leur étude. En fait, ils ont été chercher 300 acteurs porno. En fait. Oui, c'est ça, qui ont juste joué, puisqu'on l'a appris. Le porno, c'est pas la vraie vie, et puis voilà. Donc, les acteurs porno dans leur cycle sexuel normal. Donc, mais bon, en créant un peu en fait, ils optimisent un peu la sexualité en... tout est, il y a des étapes, optimisation de la sexualité. On cherche l'efficacité. Oui, c'est ça, efficacité, ce qui marche de façon optimale. Bon. Donc, un premier pilier une première grande référence, je pense, pour les sexologues ou médecins qui cherchent dans la recherche autour de la sexualité. Et ensuite, donc Alexandre Lacroix parle aussi du rapport, Heat, H-I-T-E, qui a été fait par Cher Heat, S-H-E-R-E, Heat. Donc elle a une formation en sciences sociales, elle a fait de l'histoire. Et en fait, elle partait du constat que les femmes, elles avaient jamais vraiment pu... Donc ça date de 76, ce rapport, et donc Masters and Johnson, c'est 66. Que les femmes, elles avaient jamais pu s'exprimer librement sur leur sexualité, que leur parole avait été un peu confisquée. Donc elle a décidé de distribuer 100 000 exemplaires d'un questionnaire invitant les femmes à raconter en détail leurs rapports sexuels, leurs habitudes, même de masturbation, en garantissant l'anonymat des réponses. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'était pas des QCM, parce que ça peut être on sait dans les études que c'est un format qui a ses limites. Mais c'était une série de demandes ouvertes. Et IT a donc récolté beaucoup de témoignages. 3019 questionnaires ont été complétés. Alors, donc les biais un peu de cette étude qui sont importants, c'est que l'échantillon, elle n'était pas représentatif, parce qu'il a beaucoup été critiqué, parce que un tiers des femmes qui ont rempli le questionnaire, elles l'avaient reçu via des associations féministes, et un autre tiers avec le magazine Oui, donc c'est l'équivalent, c'est l'édition américaine de Lui.
Donc c'est plutôt des profils orientés, soit des militantes, soit des lectrices donc, d'un magazine de charme, donc c'est pas tout le monde. pas le même rapport à la sexualité que c'est une population particulière au sein de la population générale. Et donc ce rapport, cette étude, elle est d'ailleurs toujours citée un peu en sociaux comme un cas d'exemple à pas suivre. Peu importe la taille de l'échantillon, c'est la qualité qui compte. Et finalement, Pas la quantité mais la qualité. voilà. Mais en tout cas, à l'époque, ça avait quand même ce qu'elle avait fait, ça avait beaucoup fait parler parce que la conclusion de son enquête, elle était assez claire, c'est que seuls 30% des femmes avaient régulièrement des orgasmes pendant le coït hétérosexuel, 85% des femmes se masturbent, 92% d'entre elles parviennent à l'orgasme au cours de la masturbation au bout de quelques minutes. Enfin voilà, ça démolissait beaucoup de mythes selon lesquels les femmes seraient plus longues à jouir ou auraient besoin de scénarios élaborés. Pour jouer, contrairement aux hommes qui, eux, sont beaucoup plus... Ah bah d'accord. Je plaisante. Je le prends pas du tout Non, mal. je parle pas, je suis pas d'accord, c'est le mythe qu'il y a autour de la sexualité. La première fois que Xan parle dans cet épisode. Deuxième, j'ai mon anecdote quand même. Et donc ce rapport montrait que les femmes étaient vraiment les laissées pour compte du coït standard. Et donc voilà, séisme dans les médias, dans l'opinion publique. Et c'était... Mais ça, c'était en 72, 76. 76. C'est tôt, hein. Bah, c'est tôt, Bah, et c'est le pourtant, on début, dirait que ça a mis... Enfin, j'ai pas l'impression que ça a énormément changé. Oui, mais je pense que dans les milieux féministes, c'était quelque chose d'important. Donc, une étape du combat pour l'émancipation des femmes. Oui, c'est cool que c'est arrivé, mais c'est fou de se dire que 76, c'est si loin, et que si on pense par rapport à maintenant... au nombre de personnes, même si du coup c'est pas l'alpha. Bref, tu en reparleras, mais si on, enfin, je pense que 30%, ce serait toujours le chiffre, actuel, quoi. C'est vrai que j'aurais pu regarder les chiffres actuels, mais c'était pas mon propos en fait. Oui. Ce qui est intéressant, c'est plutôt quand on regarde avec cette question de est-ce que c'est si important que ça l'orgasme. En fait, ce rapport, la façon dont les questions étaient formulées, il y a en sous-texte, ou pas en sous-texte, mais comme une grande partie des questions tournent autour de l'orgasme, en fait, l'orgasme, dans son questionnaire, semble toujours être un enjeu central. Il y a un peu cette obligation de résultat, parce que vu comment les questions sont formulées, il semble que l'intérêt principal de la masturbation, pour l'auteur, c'était d'amener les femmes à la jouissance, à l'orgasme, et pas d'évacuer le stress ou d'entretenir un rapport à soi-même ou de fantasmer. Et pareil, le coït, il semble valoir la peine d'être pratiqué seulement s'il permet à la femme de jouir à l'égal de l'homme. Et d'ailleurs, donc les premières des 5 sections de son questionnaire, elles portent sur l'orgasme. Et donc en fait, donc là, c'est un exemple d'une vision de la sexualité foncièrement orgasmocentrée. Je pense que c'est pas forcément elle qui est à l'origine de tout ça, c'est juste un symptôme ou une... elle est dans sa culture. Voilà, quoi. dans la culture orgasmocentrée. Et même à un moment, elle exhorte les lectrices en disant nous devons faire sortir de l'ombre notre sexualité, nous devons commencer par mettre en valeur nos propres orgasmes et nous sentir libres de faire d'eux un élément naturel et agréable de nos relations sexuelles. Le droit à l'orgasme est devenu pour la femme une question politique. Et c'est vraiment une approche en fait qui met la pression. Finalement, ça met un peu dans les esprits la conviction que toute relation doit mener à un orgasme, et c'est un peu l'homme contre la femme, sans quoi cette relation est ratée, manquée, inaboutie. Mais bon, c'est pas la seule à faire ça. Tous les magazines, les films, c'est toute une culture autour de l'orgasme. Il y a un terrain à reconquérir. Enjeu. Oui, voilà, c'est ça. Après, je peux te laisser continuer, mais je trouve que c'est un enjeu complexe quand même. Oui. L'orgasme, parce que moi, je suis d'accord que vraiment en faire la base de tout, c'est bizarre. Et en même temps, en fait, je pense qu'il y a quelque chose sur le plaisir féminin où c'est avoir le droit, en fait, d'avoir un orgasme. Et que moi, pour avoir eu pendant très longtemps pas d'orgasme dans mes relations amoureuses et sexuelles, et pas du tout voir ça comme un problème, parce que je me disais, de toute manière, j'ai mes orgasmes toute seule. Du coup, ce que je fais avec l'autre, c'est complémentaire, c'est des choses que je peux pas faire avec moi-même. Enfin, finalement, l'orgasme, ce n'est pas la finalité de la sexualité et tout. Mais d'un autre côté, ce qui était un peu perverti, mais de moi à moi, dans cette manière de penser, c'est que je pense que je me donnais pas non plus le droit
d'avoir un orgasme parce que je me disais ça marche pas, ça met trop longtemps, je ne sais pas comment faire, l'autre sait pas comment faire, enfin qu'en fait on n'en faisait pas une recherche Tu savais pas comment faire alors que avec toi avec toi-même t'arrivais, mais oui, non. mais j'arrivais pas en couple, en tout cas à deux, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai un peu abandonné, quoi. Je me suis dit, et qu'en vrai, ça dit quand même, parce que quand je l'ai eu, après, dans d'autres relations, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Et en fait, ça dit quand même quelque chose de mon rapport à moi-même et du fait de me donner le droit de vivre mes envies, de vivre mon plaisir, qu'on s'occupe de moi aussi, ce qui, culturellement, et pas, en tout cas, moi, en tant que meuf, je trouve que j'ai quand même eu un biais de me dire, je veux faire plaisir à l'autre, et puis, même si ça me faisait plaisir à moi, mais que je m'autorisais pas complètement à ce qu'on s'occupe de moi et que ce soit que on s'occupe de moi, quoi. Et que, du coup, en ça, l'orgasme, c'est... c'est un étendard ou un truc de... c'est ça qui montrait ou signifiait le fait de... on s'occupe de moi, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que je pense que dans le fameux triptyque dont on a déjà parlé, vu que c'est pénétration-orgasme, il faut forcément que l'orgasme arrive après la pénétration, pendant la pénétration, ce qui n'est pas forcément possible pour toutes les meufs de façon physiologique. Oui. Ça a été un grand enjeu aussi. Et que, en fait, du coup, parfois, tu as du mal à avoir un orgasme parce que la façon dont tes relations sexuelles ne te permettent pas d'en avoir, ou c'est pas aussi facile ou quoi. Et du coup, je pense que c'était ça aussi un peu l'enjeu, c'est que de reconquête de l'orgasme féminin, c'est aussi de repositionner l'orgasme dans une relation sexuelle qui n'est pas forcément linéaire avec une pénétration, et du coup rechercher l'orgasme, et du coup si t'as pas d'orgasme de cette façon-là pendant ou juste après la pénétration, on lâche l'affaire, et ça n'a aucun, voilà. Ça a changé ma vie. Je pense qu'un des trucs qui a changé ma vie, qui a fait que j'ai eu un orgasme, c'est de décorréler, de voir la sexualité de manière plus c'est pas un truc puis un truc puis un autre, le triptyque, quoi. Que aussi on peut faire un peu de sexualité puis arrêter puis en refaire. Je sais que moi en fait je peux pas avoir d'orgasme, mais je pense que j'en ai pas parlé dans un autre épisode, mais si en fait j'ai trop de plaisir ou que je suis trop excitée, que je suis trop haut dans mon désir, en fait j'arrive pas, moi il me faut un truc dans ton désir ou dans ton plaisir? Dans mon plaisir. Dans mon plaisir, ça marche pas en fait l'orgasme, ça fait pas le bon chemin, quoi. Et du coup, mais je me disais non, l'orgasme c'est ce qui finalise l'acte sexuel, donc on peut pas arrêter, reprendre et tout, alors qu'en fait il y a pas de règle, quoi. Enfin c'est aussi un truc de se sentir libre de faire les choses de la manière où ça c'est pour ça aussi avec, cette histoire de non, on peut pas parce que l'orgasme c'est un peu, je veux pas dire que l'orgasme c'est pas important, c'est plutôt que d'ailleurs je veux venir à ça. Est-ce que vous savez ce que c'est en fait un orgasme? En fait, parce que moi aussi, le problème que j'avais, pas le problème, mais quand je pouvais entendre parler de l'orgasme quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était un truc de ouf. Je sais pas, t'es au bord des tremblements, t'es accroché au plafond, alors qu'en fait tu peux avoir des orgasmes très nuls, comme tu peux avoir des trucs effectivement incroyables. Mais en soi, c'est toujours un orgasme dans tous les cas. Et donc, que l'important, c'est pas tellement l'orgasme, c'est plutôt le plaisir. Et après, effectivement, Mais donc, c'est pour ça que mon truc fait des boucles. Et je me dis, est-ce que je vais vraiment arriver à communiquer, à faire passer le message que je veux faire passer, qui est pas l'orgasme, c'est nul à chier. C'est plutôt l'orgasme, c'est... Bon, je vais essayer de... Vas-y, mais je vois ce que tu veux dire, donc je te laisse... Okay. Donc, déjà, essayer de voir... pas de voir, mais... comprendre ce que c'est un orgasme. Donc là, je reviens sur Emily Nagoski, que j'aime beaucoup, qui, dans son bouquin « Je jouis comme je suis », comme je suis, je parle, je sais pas comment. T'es en train d'avoir une crise cardiaque, là, Aurore. Je jouis comme je suis. Donc elle définit l'orgasme plutôt par ce que ça n'est pas. Donc déjà, l'orgasme, c'est pas une réponse génitale. L'intensité physiologique d'un orgasme, ça concorde pas forcément avec l'expérience émotionnelle de l'orgasme. Par exemple, dans une étude qui a été menée avec des femmes, c'était que des participantes féminines, et on leur a demandé c'est pareil, de se masturber dans un labo. À chaque fois, je suis là, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est comme ça qu'on va avancer? Tu prends des expérimentalistes comme moi je veux bien, franchement. Oui, mais après... oui, non, mais pareil, c'est biaisé toujours. Voilà, mais bon.
Et on leur a demandé de mesurer la qualité de leur orgasme d'une échelle de 1, donc faible, peu, qualité médiocre. C'est pas des reflets de France chez Carrefour. Et jusqu'à 5, c'est... Ça, c'est reflet de France. Ça, c'est les spécialités de vos terroirs. Ok. Pour moi, c'est Monoprix gourmet. Monoprix Ah ouais, ok. C'est vraiment grosse qualité. Ok, Chez on va vous Fauchon. faire. J'ai envie de faire des stories maintenant avec des sondages où notre truc d'échelle, c'est vraiment de la marque distributeur. C'est genre bien vu. C'est chez Monsieur, chez Ah, U, bien c'est vu, bien c'est vu. horrible. C'est médiocre, tu Oui. vois. Bah voilà, ça c'est 1. Jusqu'à 5. Monoprix gourmet. Ouais, voilà. Hyper puissant. Reflet de France, je dirais que c'est 3,5. Ouais. Moi, je d'accord. dirais 4. Oui, c'est Franchement, j'ai beaucoup C'est d'affection sympa, pour Reflet de France. Moi, j'aime bien, ça me va. Et donc, les résultats, c'est qu'il n'y avait pas de relation entre la façon dont les femmes notaient leur orgasme et les réponses et les mesures des réponses génitales. Parce que là, je lis mon truc en anglais, donc des fois, je fais peur de ne pas bien traduire. Mais les réponses génitales, généralement corrélées aux marqueurs de l'orgasme. Donc, par exemple, les contractions du plancher pelvien, du périnée. Il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de ces mesures physiologiques et la qualité ressentie subjective ressentie. De l'orgasme, c'est hyper intéressant. Je ne savais Ouais. pas du tout. Ouais. Ouais. Et en Parce fait, qu'on dirait que quand même, j'ai l'impression que plus c'est cool et plus tu ressens des des trucs, quoi, des vibrations, des palpitations. Moi, j'ai l'impression que plus c'est fort et mieux c'est, quoi. d'après cette étude, pas forcément. Ok. Et je trouve que ça montre aussi le fait incroyable qu'on puisse faire des rêves et avoir des orgasmes en rêve alors qu'on Ah s'est oui, ça, zéro c'est touché. Quoi. ça, c'est Bah oui, Enfin, c'est zéro le touché. cerveau. Ça, c'est fou. Bah oui, d'ailleurs, bon, ça c'est une parenthèse, mais il y a des gens parfois qui ont un handicap, qui sont paralysés du bas du corps et qui sont paralysés la moitié, Oui, du la corps. moitié inférieure. moitié Et inférieure, ouais. le cerveau, en fait, il réussit à il créer réussit des à créer orgasmes. des orgasmes en se touchant Ah. une autre Mais moi, j'y partie suis du presque corps, là donc, avec les seins, mais j'ai pas réussi à Oui, développer cette compétence. Il paraît, Mais j'y suis presque. Je me sens à la limite, je vous le dirai. Ce sera une anecdote. pardon, c'est encore une digression, je suis désolée, Aurore, mais Ne t'inquiète pas. J'adore quand ça dure très longtemps. Mais enfin, après, on a une interview de 30 minutes. That's what she said. Et du coup, j'ai pris un jour un covoit avec un gars. Et le mec, vraiment out of nowhere, on faisait un Angers-Clermont-Ferrand. Il faut savoir que c'est très long, c'est genre Oui. 5 heures. Oui. Et j'étais seule avec le mec. Et j'étais là, ça va être très chiant. Le mec a commencé vraiment minute 1 à me parler de ses expériences tantriques, de j'ai des orgasmes sans jamais qu'on touche mon bas de corps. Et j'étais là, ah ouais. Ah ouais. Voilà, bon, ça Il reste touche son- un mythe, je sais pas, il se touche les coudes, enfin, probablement. Voilà. Et je voudrais ajouter à ça, du coup, une référence, mais peut-être que ça va aussi un peu avec ce que tu dis. Bon, c'est un réel, je pourrais vous le passer, d'une meuf qui, je pense, est très féminin sacré, avec des choses qui potentiellement ne vont pas dans mes convictions, mais qui disait qu'on avait une vision de l'orgasme très masculine, en fait. Avec ce truc, genre, l'orgasme, tu le vois comme quelque chose où tu contractes, et après, genre, tu exploses. Et qu'en fait, tu pouvais avoir aussi une vision beaucoup plus féminine, entre guillemets, mais enfin, en tout cas, une autre vision de la jouissance, qui est potentiellement aussi cette différence jouissance-orgasme, où au lieu de contracter, tu détends. Et du coup, que tu restais beaucoup plus dans... ça fait des grandes vagues dans l'entièreté de ton corps et tout, qui, je trouve, est aussi... et je trouve que ça va avec ce que tu dis, une autre manière de voir le plaisir dans l'acte sexuel, l'érotisme et tout. On est là en mode, c'est pas forcément quelque chose où il faut contracter, exploser, ça peut aussi être quelque chose, et je trouve que ça va aussi peut-être avec la sexualité tantrique, même si j'en ai pas encore vécu, où c'est vraiment en mode tout ton être. Pas de émane pression, mais de la plaisir. détente, finalement. Oui, pas de pression, mais de la détente. Mais c'est aussi Incroyable. un moyen de retarder, parce que si on sent qu'on est très proche de basculer dans l'orgasme, c'est apprendre à détendre ses muscles, c'est quelque chose qui permet de retarder l'orgasme. De retarder l'orgasme ou de redescendre un peu sur l'échelle du plaisir. Pour que la jouissance Que dure plus longtemps. Voilà. Et donc, je retourne à cette conclusion qui était que les marqueurs physiologiques ne sont pas prédictifs de l'expérience subjective de l'orgasme. Donc, ça fait encore poser la question, à quel point on peut vraiment évaluer la qualité d'un rapport sexuel à la présence ou non d'un orgasme, enfin, à quel point c'est vraiment pertinent. Bon, après, il y a cette expérience subjective, mais
Ensuite, l'orgasme, c'est pas le summum du plaisir, enfin, pas forcément. Parfois, donc, comme on disait, on a des orgasmes très forts, très beaux, et parfois, c'est vraiment Vraiment, tu te dis pas, pourquoi j'ai eu pas cet terrible. orgasme. Ouais, pourquoi Et donc, parce que l'orgasme, en fait, ça dépend aussi du contexte. Il n'existe pas un orgasme pour l'orgasme, et la qualité d'un orgasme, elle dépend pas donc de l'orgasme en lui-même, mais plutôt du contexte dans lequel il survient. Et enfin, l'orgasme n'est pas hiérarchique. Donc là, après, c'est vraiment un vaste sujet. Hein, mais donc, tous les orgasmes sont différents. Il n'y a pas d'orgasme qui est meilleur qu'un autre. Aussi, dire qu'il y a différents types d'orgasmes, clitoridien, vaginal, des seins, des orteils, c'est pas très juste. C'est plutôt différentes manières d'avoir un orgasme. Il n'y a qu'un orgasme qui est en fait le relâchement soudain d'une tension sexuelle générée par différents moyens. Et donc, anatomiquement, physiologiquement, ça fait pas sens. C'est pas juste de parler de différents types d'orgasmes basés sur les parties du corps. Et donc, ce que nous dit Émilie Nagoski, ce qu'elle nous rappelle, c'est que le plus important, c'est le plaisir, et que c'est le plaisir qui est la mesure de l'orgasme, pas le nombre ou l'intensité des contractions pelviennes, le temps qu'il dure. Donc c'est un peu pour nous inciter à abandonner la course à l'orgasme et plutôt se concentrer sur le plaisir. Moins de pression, plus de jouissance. Voilà. Et en fait, pour ça que ça fait un peu une boucle, et que j'ai l'impression de conclure ça en vous disant de surtout pas penser à un éléphant rose, parce que le pic du plaisir sexuel, il arrive quand tout ton corps est un peu dédié au plaisir. Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, tu vas avoir un orgasme extraordinaire si tu ne penses pas à l'orgasme. C'est un peu vache de dire ça, mais... Oui. D'ailleurs, je le vois dans ma tête. Bon, je me parle beaucoup trop de ma vie intime, mais moi, souvent, j'ai un orgasme quand je me dis « Ah là, je vais plus avoir d'orgasme ». Il y a un truc où du coup, tu t'abandonnes. C'est un peu... C'est quand tu ne l'abandon. cherches pas l'âme sœur, tu la trouves. Ça me dégue juste de le dire, mais... Oui, il y a un truc de lâcher prise. Et c'est vrai que le problème avec la pression de l'orgasme aussi, c'est que plus tu te dis ça va arriver, voilà. Moins tu te détends. C'est bien vrai. Bon, sur tout ça, peut-être on va passer à la prochaine rubrique. Et c'est la tienne, Lovla. Oui, alors c'est au sujet de la pression. J'ai une amie, Ju, qui m'a dit il y a quelques mois « Ah, mais ce podcast est super », je le répète exprès, pour que vous pensiez vous-même que ce podcast est super. Les suggestions. J'ai un sujet à te proposer, la sexualité quand on cherche à avoir un enfant, parce que c'est son cas. Et du coup, je lui ai dit « Mais c'est super, viens en parler au micro du Bisoudrome ». Donc voilà, je l'ai interviewé, et c'est l'interview qu'on va écouter ensemble. Y a-t-il un médecin à bord ? Y a-t-il un médecin à bord ? Y a-t-il un médecin à bord ? Alors moi je m'appelle Ju, j'ai 33 ans, je suis en couple depuis 10 ans avec la même personne. Et j'ai réfléchi à une anecdote. En fait, c'est pas vraiment une anecdote sur moi, mais ce qui m'est venu, c'est le fait que l'un des premiers trucs que toi et moi on ait fait ensemble quand on s'est connus et qu'on est un peu sortis de la zone collègue, disons, parce qu'on s'est connus par le travail, c'était d'aller voir un film au ciné qui s'appelle Sauvage et qui parlait de la prostitution masculine. Et je me souviens très bien qu'il y avait des scènes BDSM qui étaient assez intense et je me souviens de ce sentiment de ah oui, on passe direct à un niveau de relation assez intime, et je trouve ça assez rigolo d'en être là aujourd'hui. Moi, la question de la pression dans la sexualité, ça fait un moment qu'elle se pose, et effectivement, avec la grossesse, donc puisque je suis enceinte de plus de 7 mois maintenant, elle s'est posée encore sous différentes formes. Peut-être pour reprendre un petit peu en arrière, moi je dirais que la question de la pression dans la sexualité, elle s'est posée pour moi, surtout dans le cadre de mon couple actuel, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation longue. Je sais que tu as déjà évoqué ça dans le podcast, parce qu'on est un peu dans des situations similaires, d'être depuis 10 ans avec la même personne, voilà. Et je trouve que ça pose quand même beaucoup de questions sur comment garder une sexualité épanouie dans un couple qui dure, et comment se renouveler. Enfin, c'est des choses que vous avez déjà abordé. En l'occurrence, nous, dans notre couple, ça s'est posé assez vite, cette question, je dirais au bout d'1 an et demi, 2 ans, du fait, sans vouloir
pointer du doigt, mais du fait essentiellement lié au fait que mon copain soit pas très entreprenant dans la sexualité et que du coup il y a eu assez vite en fait une sorte de charge mentale, je dirais, de la sexualité qui est apparue pour moi, c'est-à-dire d'être en fait toujours celle qui va vers l'autre et qui même avant d'aller vers l'autre a ça en tête et voilà, se dit en fait c'est hyper important qu'on maintienne ça pour être un couple épanoui, un couple qui dure. Donc voilà, je dirais que la pression dans la sexualité pour moi c'est surtout moi qui me mets beaucoup de pression par rapport à cette question de l'ancienneté du couple. Et après il y a un autre aspect en fait qu'il faut peut-être souligner, c'est que pour mon copain je suis la première et moi j'ai pas eu 15 000 expériences avant lui, mais j'ai quand même quelques autres relations et c'est vrai que ce décalage-là, au début, n'était pas forcément problématique en tant que tel. Voilà, je pense parce qu'on était dans le début, la découverte, donc finalement, c'était du nouveau pour tous les deux d'être ensemble. Mais quand même assez vite, j'ai trouvé assez difficile de pas partir sur des comparaisons, de pas mettre la pression de vouloir partager des choses un peu plus folles avec lui, de lui faire découvrir entre guillemets des choses alors que lui avait pas forcément envie de découvrir ça. Voilà, donc il y a eu un petit peu ces aspects-là. Et au fil des années, ce que je remarque surtout, c'est la difficulté pour moi de faire la part des choses dans la sexualité au sein d'un couple qui dure, en fait, entre ce qui relève des envies et des besoins qui évoluent. C'est-à-dire, en fait, dans mes relations, quand j'avais 20 ans, j'avais peut-être certaines envies et d'exploration que j'ai plus maintenant, et c'est ok, en fait. Et de faire la part des choses avec ce qui est juste de la flemme et du renoncement. Et là, c'est moins cool de se dire, est-ce qu'on est juste en train d'abandonner, de se dire, en fait, maintenant, ça fait 10 ans, on est dans une routine, allez, ne faisons plus d'efforts, quoi, en gros. Et voilà, je sais que c'est un peu ces questions-là qui m'ont toujours un peu travaillé dans la relation. Je sais que vous en avez aussi parlé, mais sur la question de la pénétration, je trouve que c'est quelque chose d'assez central dans une relation qui dure aussi, de comment on peut ou pas à un moment se détacher de cette pression-là. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a traversé tout au long de la relation et qui continue d'autant plus aujourd'hui d'être une question. Dans mon cas, ça a été quelque chose d'hyper impactant, le projet d'enfant dans la sexualité. Après, je remets les choses dans leur contexte. Je sais que c'est pas le cas de tous les couples et qu'il y en a pour qui ça se passe beaucoup plus simplement et qui arrivent à mettre tout ça à distance. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, vraiment le fait d'ajouter le projet d'enfant, c'est venu rajouter en fait une double pression parce que en effet, il y a eu ce truc de recherche d'efficacité, forcément, mais sans me libérer de la pression dont je parlais tout à l'heure d'une sexualité qui soit épanouie quand même. Donc en fait, je me suis retrouvée avec une espèce de double pression qui est venue accentuer cette charge mentale de se dire à la fois il faut que ce soit cool et que ça se passe le plus naturellement possible et en même temps en fait c'était un peu schizophrénique parce que j'étais là en fait à un moment il faut aussi que ça marche. Moi, je m'étais toujours dit que je calculerais pas. Ça me paraissait hyper bizarre. J'ai plusieurs copines qui ont déjà des enfants et qui m'ont raconté un petit peu leur process. Et quand elles me parlaient des applis pour suivre son cycle, calculer, etc., ça me paraissait vraiment incompréhensible, ce truc-là. J'étais là, non mais... c'est pas possible en fait de se rajouter ça. Et il se trouve que ça a été un peu la première surprise de la grossesse. On dit toujours que un projet bébé, rien ne se passe comme prévu. J'ai découvert ça assez vite que effectivement pour moi ça s'est avéré vraiment impossible de pas calculer, notamment parce qu'en fait j'avais un cycle que je ne connaissais pas du tout, que je pensais irrégulier en fait, que je m'étais toujours dit que mon cycle était incompréhensible et irrégulier. En fait, le bon côté de ce projet-là, c'est que ça m'a permis d'avoir un autre rapport à mon corps qui est devenu alors à la fois
hyper scientifique et médicalisé, puisque je suis passée dans un mode d'observation méticuleux de tout ce qui se passe pour essayer de comprendre mon cycle en fait. Donc voilà, à la fois j'ai trouvé ça passionnant de découvrir mon cycle et de découvrir mon corps finalement, c'est-à-dire de me dire en fait ah oui et tiens je savais que j'avais des douleurs au sein de temps en temps, je savais qu'il y avait des périodes où j'étais vraiment hyper déprimée, mais je m'étais toujours dit bon en fait c'est juste c'est comme ça, c'est aléatoire et pour le coup, en utilisant une appli de suivi, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que non, en fait, il y a vraiment quelque chose hormonal et un cycle qui est observable et qu'on peut noter. Donc en fait, j'ai découvert que j'avais pas un cycle irrégulier, mais simplement plus long que les fameux 28 jours qu'on cite souvent. Donc ça, c'est un peu l'aspect positif de la chose. Mais par contre, c'est devenu un truc vraiment obsédant, en fait, d'être focus là-dessus. Et du coup, ça, forcément, ça a eu un énorme impact sur notre sexualité. Et très vite, en fait, moi, j'ai ressenti le besoin que cette période de conception, elle dure pas longtemps, et j'avais envie en fait de me débarrasser de ça. Je me suis dit en fait il faut vraiment que ça dure pas longtemps, non pas parce que j'étais si pressée que ça d'être enceinte, mais parce que j'avais envie qu'on puisse retrouver un cadre de sexualité hors de cette deuxième pression d'efficacité. Et effectivement, sur la question de la pénétration dans le cadre d'un projet enfant, je trouve qu'on peut pas nier que c'est une question qui se pose vraiment. Pour nous, c'est arrivé un peu à un moment de la relation où justement on avait réussi quelque part à dépasser un peu ça en s'autorisant à avoir une sexualité plus libre, plus libérée de cet impératif de la pénétration, de se dire de temps en temps oui, de temps en temps non, mais voilà, on trouvait un peu notre équilibre là-dessus, et en fait là forcément ça vient remettre cette question au centre, parce que tu sais qu'il y a des périodes où il faut, en fait, si tu veux que ça marche, ce cycle-là, il y a que quelques jours, en fait, dans un cycle. Quand on a des cycles longs, c'est d'autant plus précieux parce que c'est espacé, et on se dit, si je loupe le coche, ça va pas marcher. Donc, comme j'ai pas envie que ça dure, il faut absolument que ça marche. Et pour la petite anecdote, moi, la phrase qui me rendait vraiment folle, c'est quand j'en parlais un petit peu autour de moi, soit à des amis, quand j'ai commencé à en parler un peu, soit même à des médecins, c'est d'entendre ah mais continue à faire l'amour normalement, comme d'habitude, et ça va arriver. Et toi t'es là, mais en fait qu'est-ce que tu en sais, ce que c'est ma norme, quoi? Si notre norme c'est de pas du tout avoir de pénétration, non, désolé, un enfant n'arrive pas avec un cunnilingus. Sur cette idée de suivre son cycle, ou en tout cas de prendre le temps de connaître son cycle en dehors d'un projet enfant, moi en effet, si c'était à refaire, j'aurais bien commencé ça finalement plus tôt. Alors peut-être pas de manière aussi documentée, parce que là j'étais vraiment devenue un peu zinzin à vraiment noter tous les trucs que j'observais, qu'on m'avait conseillé. C'est assez drôle d'ailleurs, tu deviens spécialiste dans des trucs, t'es là genre alors oui, ma glaire cervicale, tu vois, des mots que tu connaissais pas encore quelques mois avant. Alors quelle texture elle a aujourd'hui? Ah oui, d'accord. Bon, mais effectivement, ça m'aurait, je pense, semblé plus naturel d'enchaîner sur le projet enfant si j'avais déjà commencé à faire ça pour moi, en fait, et pas simplement pour la conception. Voilà, et aussi peut-être, je trouve que c'est important aussi de préciser sur ces variations hormonales, et puis ces variations, je pense, qui sont liées aussi à la vie quotidienne, au travail, au stress, etc. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment marquant et hyper important dans ce projet de couple, c'est de voir que en fait c'était autant le cas pour moi que pour mon mec. C'est-à-dire que ça a été super difficile pour lui aussi d'avoir cette pression de l'efficacité, et on a vraiment essayé
plein de méthodes différentes. Alors nous, ça n'a pas duré très très longtemps finalement, parce que j'ai enlevé mon implant en septembre et j'ai eu une première grossesse 5 mois après, qui malheureusement n'a pas tenu, et je suis retombée enceinte au bout de 7 mois. Donc en gros, il y a eu une phase de 7 mois d'essai, et malgré tout, ça paraît pas long, et malgré tout, c'est une période où on a essayé plein de formules. C'est-à-dire qu'au début, je calculais dans mon coin, mais je lui disais rien sur le moment où c'était approprié. Et en fait, ça s'est avéré ne pas marcher du tout, parce que j'avais la charge mentale plus d'être la seule à savoir que c'était le moment, et d'être hyper déçue, en fait, d'être la seule à être entreprenante, et de me dire, quelque part d'avoir des attentes alors que lui pouvait pas savoir ce qu'il en était. Donc on en a parlé. Après on a essayé une autre formule où je calculais et je lui disais, mais en fait c'était une période où je pense que j'avais un peu perdu confiance en mon corps et tout ça, donc peut-être je me le disais de manière un peu trop brutale, donc ça marchait pas non plus, parce qu'effectivement il y avait plus aucune spontanéité. On a testé aussi de se donner des rendez-vous à l'avance, de dire en fait on identifie les moments où ça peut où c'est le bon moment, et du coup on se donne rendez-vous pour du sexe à ce moment-là. Ça a marché quelques fois, ça a pu être un peu ludique. Pour la petite histoire, je me suis retrouvée à envoyer des textos avec des emojis œufs pour signifier que ma glaire cervicale avait la texture blanc d'œuf, ce qui était le top du top du moment idéal. Donc c'est assez drôle d'avoir ce genre d'échange. Ça ramène un peu de légèreté dans le truc, mais quelquefois aussi ce truc des rendez-vous, c'était vraiment un peu nul, parce que en fait c'était des grosses périodes de boulot, soit pour lui soit pour moi, donc on rentrait à la maison et on se sentait obligé, parce qu'on se l'était noté dans l'agenda, ou alors t'es malade, t'as juste pas du tout envie. Donc tout ça pour dire que ça a été quand même assez loin, ce truc de pression, pour moi comme pour lui. Et il y a même eu une période où lui n'arrivait plus, en fait, où c'était censé être le moment, et en fait ça le bloquait complètement, et impossible d'avoir un rapport pénétratif à ce moment-là. La sexualité pendant la période de grossesse, je pense que là encore, c'est vraiment très très variable d'une femme à l'autre, et aussi d'une période à l'autre de la grossesse. Mais dans mon cas, j'ai eu des petites périodes de libido accrue. Mais bon, parce on entend pas mal ça aussi. Tu vas avoir les hormones en feu. C'est pas forcément le cas. Ça peut l'être. En tout cas, moi, je sais que au moment c'était les vacances d'été, j'étais à 4 mois, donc j'avais passé la peur que la grossesse ne tienne pas, mais j'avais pas non plus encore le côté encombrant du ventre. Donc c'était les conditions idéales réunies pour être pleinement sur la même longueur d'onde tous les deux. Donc là, ça a été cool l'été dernier, mais sinon, j'avoue que dans mon cas, c'est pas non plus fifou. Effectivement, là maintenant, avec le ventre, on est quand même contraint autrement. Il y a quand même beaucoup de fatigue aussi liée à la grossesse, donc on est pas du tout sur du quantitatif, ça c'est clair. Par contre, c'est vrai que les moments où on se retrouve, du coup, on est vraiment plus léger. Et alors là, effectivement, la pression de la pénétration est très loin. Je pense que pour le coup, moi, ça m'a un peu libérée d'un truc de se dire en fait, là, c'est une période à part. On accepte totalement ce moment-là où vraiment on va pas du tout s'obliger à de la pénétration, alors que les positions sont difficiles, que l'hydratation n'est pas non plus idéale. Bref, on se dit en fait là c'est pas grave, donc on le fait un peu comme on le sent. Du coup ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est pas non plus la sexualité idéale. En ce qui me concerne, parfois j'ai quand même un retour de la pression, surtout la peur du postpartum en fait, et de la vie de famille après, où je me dis ça va pas être de la tarte de retrouver un équilibre, et de trouver le temps en fait, surtout aussi pour le couple et pour la sexualité.
Mais en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que le moment où je suis tombée enceinte, donc sur cette grossesse qui n'a pas tenu très longtemps, seulement quelques jours, vraiment ma première pensée, ça a été ça y est, on n'a plus cette contrainte, voilà, du sexe efficace et voilà, effectivement, comme une libération. Après, du coup, ça a été un peu le coup de massue, le fait que ça ne tienne pas et de se dire ah mince, il faut se remettre dans le truc. Mais d'un autre côté, le fait de savoir que ça marchait, moi, ça m'a quand même libérée d'un poids aussi, de se dire bon, mon corps est capable, ça va revenir à un moment. C'est chiant, ça va peut-être reprendre du temps. En l'occurrence, ça n'a pas du tout pris de temps, mais voilà, on ne sait jamais à l'avance. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et ça, ouais, c'était un peu le truc que je me suis dit assez tôt, c'est j'aurais aimé en fait que on puisse me dire par magie à l'avance, ça marchera un jour. En fait, voilà, te prends pas la tête, ça va marcher à un moment. Ça m'aurait libérée. Bon malheureusement, c'est pas possible. Hein. On peut pas savoir à l'avance. Il y a effectivement encore plein d'autres pressions, je pense, qui m'attendent pour la blague un petit peu. J'ai sur ma table de chevet de nombreux livres sur la grossesse qu'on m'a prêté et ou que j'ai acheté parce que t'as quand même besoin aussi de te renseigner un peu sur ce qui se passe dans ton corps. Et je vais te lire ce petit passage du livre de bord de la future maman de Marie-Claude Delahaye, qui date quand même un petit peu, je crois, hein, mais qui est réactualisé chaque année, sauf que j'ai l'impression qu'il ne réactualise pas les textes. Donc là, on est sur un livre qui détaille en fait semaine par semaine ce qui se passe dans ton corps pour toi et pour ton bébé, ce qui est très chouette. Enfin, moi, j'avais besoin de ces informations scientifiques, sauf qu'il y a quelques ajouts qui sont beaucoup moins scientifiques. Et j'ai eu la joie de découvrir sur le suivi de la 5e semaine de grossesse, donc début de la 7e semaine depuis les dernières règles, hein, donc on est vraiment en tout début de grossesse, un petit paragraphe sur les seins, donc voilà, qui nous explique que nos seins commencent à augmenter de volume. Et donc je cite: cet alourdissement temporaire des seins ne doit pas avoir de conséquences sur leur beauté ultérieure, étant donné qu'ils sont maintenus au buste, blablabla. Pour cette raison, vous devez porter impérativement un soutien-gorge bien adapté qui les maintient sans les comprimer. Voilà, on doit aussi porter notre soutien-gorge la nuit. Je trouve ça quand même assez drôle de se dire que on est au tout début du 2e mois de grossesse et on nous parle déjà de comment faire que nos seins restent beaux pour le postpartum en fait. C'est pas évident d'avoir une parole sincère là-dessus. Moi, je sais que j'ai pas trop de problèmes, je pense, comme toi, à en parler avec mes amis d'une manière générale. Donc, c'est déjà, je trouve, une première chose, voilà, bénéfique. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de ressources aussi, notamment via les podcasts. Donc, c'est très chouette et merci à vous de mener ce travail-là. Et voilà, peut-être la dernière chose que je voudrais ajouter pour finir, c'est que c'est pas non plus, et je le dis aussi pour m'en auto-convaincre parce que des fois j'ai tendance à l'oublier, c'est pas non plus parce que dans un couple de longue date on a une sexualité qui est pas toujours épanouie et pas toujours facile comme tu dis, que ça remet en cause le couple et que c'est mal et que c'est nul et que c'est plan-plan. Voilà, ma foi, on peut très bien décider ou comme tu le disais finalement pas décider parce que juste t'es hyper amoureuse et t'es bien comme ça et c'est ta vie a pris ce chemin-là, d'être en couple entre guillemets classique et pour autant d'être content d'être bien dans ta vie, même si ta sexualité c'est pas toujours le feu, même si t'es pas dans des soirées échangistes tous les week-ends, même si tu sais qu'il y aurait plein d'autres choses à explorer et que peut-être tu les exploreras jamais ou peut-être tu les exploreras un jour plus tard avec ton partenaire ou avec d'autres personnes. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire pour conclure. Et merci à toi et puis longue vie au Bisoudrome pour toutes les infos précieuses que le podcast nous apporte. Y a-t-il un médecin à bord ? Oui, et du coup, pour conclure, au-delà de la sexualité, c'est vrai que faire un enfant, c'est un projet en soi. Et du coup, c'est aussi un projet, enfin, c'est aussi quelque chose qui nous occupe et qui est chouette. Et ça peut être suffisant. Enfin, c'est pas forcément
On n'est pas obligé d'avoir une sexualité de fou. Et voilà. Mais la sexualité, c'est un hobby parmi d'autres. Exactement. Donc des fois, on a moins le temps. Mais j'ai trop aimé plein de choses. J'ai adoré son témoignage, elle est trop chou. Et c'est trop intéressant. J'ai trop aimé ce truc qui va bien avec tout ce qu'on se dit, le conseil qu'on leur dit, faites l'amour normalement. Et que depuis le début de ce podcast, on est en mode comment on peut changer notre manière de faire les choses. L'orgasme, c'est pas la panacée. On peut en faire un jeu, on peut réinventer tout. Et que là, elle se retrouve dans un projet de conception et tout d'un coup, on revient à un truc très primaire qui est il faut quand même mettre un pénis dans un vagin et avoir une éjaculation et hop, faire des petits bébés, quoi. Et quasi, ça paraît ça qui est plus normalité quand on a tout réinventé et qu'on est en mode... que quasi, ça paraît un retour en arrière et que c'est pas simple, quoi. Ouais, c'est clair que ça peut être un casse-tête. En fait, si t'as pas du tout ça dans ta sexualité, la pénétration, éjaculation, voilà, c'est... Ouais. Du coup, tu te dis, oh là là, mais en fait, je dois faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle de la vie sexuelle normale. C'est clair. Et c'est intéressant. À l'inverse, elle disait combien, par contre, dans la grossesse, il y a quelque chose d'une contrainte de ton corps change et tout, qui fait que pour le coup, ça peut aussi donner de la créativité dans sa sexualité, parce que t'es là en mode, ça va être différent, et puis voilà, pas besoin de pénétration, il y en a jamais besoin, mais que ça donne de nouvelles idées, quoi. Moi, c'est le tout début de l'interview, ça m'a fait rappeler tellement de souvenirs. Genre la partie où elle dit, en fait, c'était moi qui étais forcé d'aller vers lui. Ça m'a rappelé ma dernière relation sérieuse où, franchement, c'était période Covid, donc il y avait pas mal de choses qui allaient pas avec le confinement et tout. Et la personne à qui j'étais, en se disant que comme elle vivait à moitié à poil, c'était bon, c'était juste ce qui suffisait. Il y avait rien besoin de plus pour donner envie. Au bout d'un moment, ma libido, elle est tombée à 0. Et après, en fait, tout le reste de la relation, jusqu'à la fin de la confinement, et que je lui ai foutu un coup de pied au cul dehors. Y a pas plus... littéralement. Quasi. Mais où vraiment, il n'y a plus eu aucune sexualité parce que les efforts étaient que d'un côté. C'est même pas genre, je sais pas, des caresses ou quoi, rien. C'était comme elle était à moitié à poil, ça allait partir. Au bout d'un moment, c'était long. C'est pas automatique. C'est ça. Ouais. Mais c'est aussi ce que tu disais, Aurore, dans un épisode précédent où tu parlais du désir qui est réactif ou... spontané. Ou spontané, ouais. Oui, c'est un peu ça. Après... non, je réfléchis, mais je me dis, je sais pas, en fait, je pense que... Je sais pas trop quoi dire. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas évident. Je pense que, je sais pas, peut-être que si t'as toujours quelqu'un avec qui c'est super génial de faire l'amour et dès que tu le vois à poil, t'es là, waouh, c'est parti. Et peut-être que si ça se passe pas trop bien, juste le voir quelqu'un à poil, ça va rien changer. Oui, mais si tu vois la personne à poil tout le temps, au final, tu ça connais le corps. Non, mais en fait, je pense que c'est la question de voir quelqu'un. C'est dommage de se dire, c'est juste le fait de voir un corps nu pour la première fois qui fait que c'est excitant, alors que c'est dommage de se dire ça, en fait, que c'est la nouveauté qui le rend excitant, alors que non, ça peut être juste, c'est un corps que t'aimes. Non, mais c'est le contexte, c'est-à-dire que des fois, tu vois le corps à poil quand il sort de la douche et tu t'es pas excité parce que tu vois le corps à poil qui sort de la douche. Après, c'est ruisselant d'eau. Voilà. Oui, non, mais c'était un exemple. Non, mais je pense que c'est potentiellement, on pourrait en faire un épisode, c'est quelque chose d'intéressant de nudité. La nudité, si tu veux, mais de initier le sexe, parce qu'il y a plein de choses, avoir un désir réactif, se dire qu'on va se prendre un vent, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est difficile ou que c'est toujours une personne ou quoi, voilà, plein d'enjeux sur initier le sexe. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur l'interview ? Il y a sûrement plein de choses à dire. Mais... oui, il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes dont elle parle. Et j'avais noté aussi ce truc de... ça a l'air chiant aussi parce qu'il faut que ce soit... on doit prévoir des moments et ça vient un peu... Je sais pas, c'est pareil, je sais plus si on en a parlé en podcast ou dans le podcast ou à côté, mais ce côté... ça doit pas être planifié parce que quand c'est planifié c'est plus... après elle a l'air de dire que effectivement le fait que ce soit planifié c'était gênant pour eux, mais
Enfin, moi, je pars du principe que quand on part en vacances, souvent on planifie et on dit bah putain, fais chier, je vais en Corse, je le savais. C'est pas, et on est, c'est pas, et donc Oui. mais c'est pas son expérience Bah, parce que là, son donc, parce qu'il y avait il y a cet enjeu un en but, plus quoi. de, il y C'est avait, le problème, c'est voilà, la l'efficacité, pression. quoi. C'est-à-dire que je pense que si Ouais, c'est un ouais. jeu, comme tu dis, Oui. tu vois, en Que mode. c'est chouette de sortir de la hey. spontanéité, mais Ouais. si tu te dis, bon, bah là, c'est ce Oui. soir, parce que sinon, il n'y a Mmh. pas de bébé, quoi. Oui, et aussi ce côté de. En fait, c'est chiant parce que comme tu entends tellement de gens qui n'y arrivent pas, tu te dis, bah, tu peux pas lâcher prise et dire, bon, bah, on fait effectivement plus ou moins notre feeling. rythme, et même si à chaque fois qu'on fait l'amour, il n'y a pas de pénétration, bah, c'est pas grave. Ça finira bien à un C'est- moment. En fait, tu peux pas te reposer sur ça parce que Tu sais pas. En fait, tu c'est sais difficile de pas, ne pas se mettre la pression. Je pense Ouais, que Oui, c'est- mais puis en plus, déjà, tu sais pas si ça va marcher. Enfin, c'est ce qu'elle Ouais. disait aussi, Oui. c'est que tu sais pas si ça va marcher. Oui, Donc, c'est je ça. pense que si tu le fais en dilettante et que ça prend 2 ans, tu peux te dire, ah bah, est-ce que c'est parce que je l'ai fait en dilettante ou est-ce que c'est parce que ça peut Oui, pas oui, marcher oui, bah, oui, c'est Et ce du coup, c'est ce qu'elle dit à la fin, qu'elle est ouais. en mode, si on m'avait dit, bah ça va marcher, elle aurait oui, été oui, plus oui, détendue. oui, c'est oui, vraiment ça, oui, quoi. oui. Ouais. Bon, j'espère qu'il y a des personnes qui l'ont vécu aussi parmi nos auditeurs, auditrices, et que ça résonnera. Je vous propose qu'on passe, parce on va faire tight Ouais. deux dernières parties, et on fait la tienne, Xan. Tu vas raconter ça, tu vas raconter ça. Raconter sa Qui veut raconter sa vie? On va partir sur la mienne, parce que du coup, ça fait un petit peu écho à l'interview d'avant. Parce que là, moi, je vais vous parler un petit peu de la pression que je me mets à moi-même, justement, par rapport au fait d'avoir un enfant. C'est-à-dire que moi, du coup, je vais sur mes 31 ans le mois prochain. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu de relation de couple, plus d'1 an que j'ai pas eu de relation sexuelle à aujourd'hui. Alors moi c'est toujours un truc qui me fait mettre un auto-blocage sur le fait d'avoir des enfants. C'est que je me dis qu'après 40 ans, avoir des enfants, ce sera peut-être un non. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait ce gros décalage d'âge et donc générationnel en fait avec mes enfants et moi. Donc pas arriver par exemple à ce que par exemple quand ils ont 20 ans, j'en ai plus de la soixantaine et je me rapproche plus de la tombe que de les voir grandir et de les. Il peut rester encore beaucoup de temps à 60 ans, hein, s'il y a Non, des gens de mais 60 ans qui nous écoutent. Mais Je suis je suis comprends, d'accord, mais t'es l'histoire plus du décalage. facilement à risque de mourir quand tu te rapproches de tes 60 que quand tu te rapproches de tes 30. Après, cette limite d'âge, elle continue d'évoluer avec le temps, parce que tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis prêt à être papa. Et si tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, ma limite il y a 10 ans, c'était 30 ans. Ah. C'était après 30 ans, c'est mort. Maintenant, j'ai 30 ans, je me dis, bon, on va peut-être passer à 40 quand même, parce que sinon, c'est trop tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans ma recherche de relations, c'est quelque chose qui va fortement me bloquer. Je vais plus aller vers des relations juste pour le plaisir. Maintenant, là, aujourd'hui, dans mes recherches, ça va être relations pour faire ma vie. Quand je me reflète sur mes histoires précédentes, j'ai eu peut-être une vraie relation longue sur mes 30 ans d'existence. À aujourd'hui, je me dis, bah voilà, je peux plus retomber sur ce genre de relation aujourd'hui, sur des relations où je sais que ça va se foirer au bout de 6 mois, au bout de 6 mois, 1 an. Ça, je peux plus me le permettre aujourd'hui, parce que je m'impose cette pression et cette limite de devoir en fait arriver à un moment à pouvoir fonder ma famille. Mais du coup, comme la pression de l'orgasme, c'est le truc de se contracter et pas réussir. Et enfin bon, c'est ce que tu dis qui est insupportable à dire. C'est quand tu te détends et c'est quand tu lâches prise que tu vas trouver l'âme sœur. Mais oui. Mais c'est vrai que du coup, je pense que le fait que tu recherches quelqu'un pour fonder ta famille, ça fait que du coup, peut-être, tu mets beaucoup de pression dans la rencontre, ce qui t'empêche peut-être de trouver la personne. Enfin, c'est ça aussi qui est un peu difficile, et en vrai, c'est dur à entendre et c'est dur à vivre, tu vois.
Mais Là, je vois toutes, mais franchement, c'est, je pense, quelque chose qui va résonner avec la plupart des gens dans leur trentaine qui sont pas dans un couple établi et voudraient l'être. Je pense que ça a résonné ce que tu dis. Et franchement, moi, toutes mes potes de 30 ans qui sont célibataires et qui cherchent en plus voilà, un couple potentiellement à fonder famille, c'est vraiment, elles ont cette pression et qui, du coup, c'est ça, c'est horrible de se dire, bah, en fait, je me mets la pression et du coup, ça va, bah, du coup, ça a une influence, un impact potentiellement négatif sur les rencontres que tu fais parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer et que des fois, il faut laisser la place à... Enfin, de toute manière, il faut laisser la place à l'incertitude et que d'un côté, c'est dur de sortir de cette pression-là, de le temps, le temps tourne et j'ai un projet et j'aimerais mettre mon projet... Enfin, j'aimerais que ce projet existe, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu un passage... obligé, quoi. Enfin, en tout cas, que c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, quoi. Bah, c'est ça. Bah, encore après, le fossé générationnel, maintenant, passé la trentaine, j'ai un peu moins cette peur-là, parce que bah, je vois que je reste quand même un grand enfant, je vois des boosters Pokémon. Tu veux acheter des aérographes pour tes Warhammer. Je vais acheter des aérographes pour mes Warhammer, je vois des jeux de société, je regarde des dessins animés, quoi. Voilà, quoi. Je reste un grand enfant dans ma tête, donc... Oui, t'es pas obligé d'être genre un daron à 40 ans qui comprend plus rien à la vie des jeunes. Ça commence, je commence à avoir la tenue, bientôt c'est le reste. non, mais c'est un caractère. Enfin, oui, je vois, moi, par exemple, dans mes deux parents, il y en a un qui a envie de comprendre tout ce qui se passe et l'autre qui s'en fiche un peu, quoi. Et je pense que c'est aussi une personnalité. Tu vois, si c'est un truc... qui, toi, t'importe de comprendre TikTok et le nouveau réseau social qui va ensuite naître pour les enfants qui vont naître bientôt, bah, je pense que tu resteras dans la vibe. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit et un muscle qu'un truc qui est terminé et bon bah voilà 40 ans enfin les limites figées en âge elles sont toujours enfin moi j'en ai une dans ma vie par rapport à ma créativité je suis là en mode à 30 ans il faut que j'ai fini ce truc mais en fait en vérité tu sais c'est pas genre ton anniversaire et ensuite tu bascules dans autre chose où plus rien n'est possible c'est pas comme ça à 30 ans tu comprends plus rien ça y est c'est fini c'est ça et alors à 40 ans en fait tu sais plus ouvrir un téléphone donc TikTok t'es à moitié mort quoi quand je vois mon père des fois je me dis ça tu vois, mais ça fait peur en fait parce que mes parents m'ont eu assez jeune. Ma mère avait 20 ans, mon père en avait 23. Ils m'ont eu vraiment assez jeune. Mais maintenant, je vois mon père qui a dépassé la cinquantaine. À l'époque, c'était le geek. Il avait tous les figurines Star Wars, il avait tous les machins. Maintenant, je le fous devant son télé. Les chats ne font pas des chiens. Non, exactement. Non, mais c'est à cause de lui que je me suis lancé dans Star Wars. Il m'a emmené voir mon premier film Star Wars au cinéma. C'était terminé. Mais à aujourd'hui, s'il a le moindre problème technique, c'est allô, tu peux m'aider? Non, mais c'est sûr qu'on est un peu dépassé, mais je veux dire, on peut l'être plus ou moins. C'est ça. Oui, et puis c'est pour ça que tu feras un enfant du coup. Oui, voilà. Comme ça, il m'expliquera les trucs. C'est ça. Et ça, on en avait aussi parlé dans un autre épisode, que je trouve que ça joue beaucoup dans la pression aussi quand tes parents t'ont eu toi, parce que ça crée une sorte de règle qu'on s'imagine, et que vu que toi, tes parents t'ont eu très jeune, bah, ça crée ce truc où la normalité, c'est d'avoir des enfants très jeunes, et que si on n'y répond pas, après, ça crée une pression familiale, quoi, dont c'est aussi un travail que de s'extraire en se disant, moi, je peux faire différemment, et c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est un peu étrange, ça, je me dis, quand j'aurai l'âge que mes parents avaient quand ils m'ont eu, c'est un peu, tu te vois vieillir aussi, tu dis, bah, tout le temps de vie que j'ai eu, c'est le temps. Et oui, ils étaient avec moi quand ils... mais moi, c'est le cas, hein, mon père, dans un an, j'aurai 29 ans, et du coup, lui, il m'a eu à 29 ans, donc dans un an, j'aurai l'âge que mon père a eu en m'ayant, et je trouve ça aussi un peu abyssal, j'avoue que ça c'est un peu... Moi, ça m'a fait ça, alors pour le coup, pas... parce que moi, j'ai pas encore atteint l'âge auquel mes parents... Ma mère m'a eu à 33 ans, mon père à 36, et en fait, ma mère, elle a eu ma sœur à 26. Et du coup, quand j'ai eu 26 ans, j'étais là... T'avais un enfant, alors que moi j'étais là, tu sais, à sortir tous les samedis soirs. Enfin, à 26 ans, j'avais pas du tout la vie qu'elle avait, et j'étais là, waouh, mais maman, c'était quoi ta vie, quoi? Enfin, ça fait un truc très bizarre. C'est vrai que ce passage-là, il est bizarre, ouais. Et du coup, toi, tu l'as vécu très jeune, quoi. Enfin. Bah, je l'ai vécu assez jeune, mais après.
moi, j'étais toujours un peu plus mature pour mon âge sur certaines choses. J'étais très adulte. Je suis très enfantin. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis le premier gamin à dire des conneries. Mais sur d'autres côtés, je suis très mature et surtout sur le côté être prêt à l'âge adulte, ça, je le suis depuis des années. Et c'est déjà quelque chose que je réfléchis depuis j'ai 15 ans à avoir des enfants. Ça a toujours été ma direction, en fait, fonder ma même famille. du coup, vraiment un but de vie, quoi. Un but de vie, ça a été ça. C'était fonder ma famille, fonder mon foyer, avoir des enfants. Et c'est vrai que déjà, le passage de l'âge où mes parents m'ont eu, ça a été déjà une claque parce que à cette époque-là, alors c'est pas pour refaire un petit peu toute mon histoire, mais déjà, jeune, j'étais pas du tout sociable. Aujourd'hui, ça se voit, je discute. Je suis dans un podcast aujourd'hui, donc voilà. Mais j'étais pas du tout sociable. Après, plus vieux, c'était déjà un peu mieux. Mais j'ai pas eu de relation. J'ai eu ma première longue relation à cette époque-là, mais toutes les relations qui ont suivi, et encore aujourd'hui, toutes les relations qui ont suivi derrière, il n'y avait rien de vraiment... C'était pas du couple, quoi. C'était du couple, mais pas quelque chose qui était fait pour durer, quoi. J'attire les gens à problème, bizarrement. Mais ouais, c'était pas des choses qui étaient faites pour durer. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai passé la trentaine, quand je reflète mes relations arrière, et surtout les dernières en date où j'ai été fiancé et tout, je me dis merde, quoi. Où est passée ma jeunesse, phrase de vieux conte. Ouais, où est passée ta jeunesse et en même temps, où est ta vieillesse de daron avec des enfants. Ah, c'est ça, je suis dans le milieu, là. j'ai déjà tout la panoplie, une super machine à café. La super machine à café, la voiture pour les gosses et tout. Et l'attitude de vieux con, mais j'ai pas encore les enfants pour aller avec. Oh non. Il manque que cet l'accessoire. L'accessoire. C'est mon super l'accessoire enfant. Et ma vie sera parfaite. En tout cas, c'est super sympa comment tu vois les parents en général. Et les enfants. Mais je te dis, moi, alors peut-être que tu vois, enfin, je sais pas et tu ne sais pas non plus ce qui arrivera dans ta vie. Moi, ma solution magique, c'est avoir 34 ans. J'ai l'impression que quand t'as 34 ans, t'es des enfants ou pas, ça va mieux. Genre, je sais pas, t'as passé le truc de la pression des 30 ans, tu t'es dit, bof, je sais pas, t'as pris du recul, j'en sais rien. T'as fait ce truc où t'as arrêté de chercher, tu t'es genre détendu. Voilà, moi, mon conseil, c'est avoir 34 ans. Ouais. Tu pars en van en Portugal. Oui. Après, moi, je pense qu'une solution sympa qui serait pas mal, c'est que je récupère une vie sociale. Que tu rencontres des gens. C'est vrai que ça marche. C'est plus facile. Ouais. Ouais. De toute manière, c'est la clé. Pour mettre de nouvelles personnes dans ta vie, il faut les rencontrer. Faut vraiment... Tu dois sortir et rencontrer les gens. Heureusement que t'es venu pour faire le podcast aujourd'hui. C'est bien 1 an de podcast pour qu'on en vienne là. Faut sortir et rencontrer les gens. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Je suis très heureuse. Mais tu m'enverras toujours pas chez le psy. J'allais le dire. Non, mais si. Voilà, j'ai piqué la vanne. Mais peut-être que moi, je pense que l'un aide l'autre. C'est bien, en fait, tu me donnes une en fait, il faut sortir de chez soi pour aller chez le psy. Donc, et aller chez le psy, ça aide à faire des rencontres. Oui, c'est vrai. Aller chez le psy. Oui, parce que ça te donne confiance en toi, en tes choix. Tu réfléchis à pourquoi tu as peur de rencontrer des gens. Pourquoi tu te mets la pression pour avoir un enfant. Et du coup, après, t'es plus détendu. Et après, tu rencontres la bonne personne et t'as des enfants finalement. Ouais. Ou alors tu sors avec ta psy. Non, ça c'est pas déontologique. En fait, je suis tellement gourou du truc de psy que je suis prête à n'importe quoi pour que tu ailles voir une psy. Je crois que c'est une des premières choses qu'on s'est dit, il faut que tu ailles chez une psy. C'est la première chose que je t'ai dit, tu rends sympa, ouais. Non mais c'est le fil rouge de l'émission. Saison 1, toujours pas de psy. Saison 2, on verra. Ok, tu l'as prévu. Et saison 3 Saison 3, toujours pas. Si. Bon. Sur ces belles paroles, on va peut-être finir avec ma petite rubrique. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Ça boucle la boucle de cette première saison
de podcast, puisque ça y est, on a fait 12 épisodes de notre podcast, une année podcast. Et du coup, la pression dont je voulais parler, c'est que, alors si vous écoutez les podcasts depuis le début, j'ai commencé tout feu, tout flamme. C'était un moment donné où vraiment, dans ma vie, j'étais à fond dans l'exploration, où je me suis présentée d'une manière très je teste tout, je vais à des sex parties, j'ai plein de relations et tout. Et du coup, c'est la manière dont je me suis présentée à vous et tout ce que j'ai raconté. Et en fait, là, je sais pas si vous vous rendez compte que les derniers temps, je parle peut-être moins de plein d'expériences flamboyantes. Mais en fait, en ce moment, je suis dans une période beaucoup plus calme de ma vie. Ça veut pas dire que tout ça n'est pas en moi, mais on va dire, franchement, c'est bon, je suis à fond dans le polyamour, dans la non-exclusivité, j'ai encore plein d'envies dans le BDSM et dans mes explorations, mais en ce moment, franchement, c'est pas ça ma prio, quoi. Mais j'ai un truc très calme, j'ai un amoureux que j'aime beaucoup, que je vois régulièrement, ça se passe très bien. Il y a quand même... c'est bon, le kinky fait partie de moi, voilà, mais je fais plus des des grosses explorations comme j'ai pu en faire avant, et ça va revenir, c'est sûr. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, et je l'avais vu aussi avec par exemple, les rédactrices sexo de Mademoiselle. Il y avait notamment Anouk Perry, et je vous mettrai la référence. Elle a fait un article quand elle est partie de Mademoiselle, donc elle venait de faire 1 an, je crois, à être rédactrice sexo chez Mademoiselle, et elle disait, en fait, c'est trop cool parce que trop un métier passion, trop bien d'être payé pour parler de sexualité. Il y a trop de sens à ce que je fais. C'est trop chouette d'avoir cette place, et je le trouve aussi. Mais en même temps, du coup, t'es dans ce rôle-là, et il y a des moments, elle a vécu des grosses peines de cœur où elle avait moins envie et tout, et elle devait continuer. Enfin, ce qu'elle faisait, c'était du contenu sur la sexualité, quoi. Alors que la sexualité, c'est un hobby. Faire du cul, c'est un hobby parmi d'autres, une activité parmi d'autres dans sa vie, et qu'il y a des moments donnés, enfin, c'est des saisons, quoi, comme tout dans la vie. Et je me rends compte que je crois qu'à un moment donné, je me suis mis un peu la pression aussi à correspondre à cette image de moi, quoi, que dans le podcast, on donne tous une image de nous, et qu'à un moment donné, des fois, c'est difficile, en tout cas, de s'extraire de cette image qui est arrivée et qui potentiellement se fige, quoi. Donc voilà. Du coup, je trouve ça marrant en fin de saison là de faire le lien avec le tout début. Toutes les choses qu'on a dit sur nous. Allez, maintenant dites les choses qui sont fausses que vous avez dit. Oui, pour le coup, tout était vrai, mais c'est juste que c'est ça, la vie, ça change. Et je trouve que c'est intéressant à dire aussi, parce que quand c'est ce truc, on n'est pas des grandes personnalités publiques, mais que quand on voit quelqu'un, vous nous écoutez en podcast, on voit toujours une partie de la personne, et que potentiellement ça peut mettre aussi la pression, enfin je veux pas, mais que genre je sois là tout le temps en train de parler de toutes mes expériences et de ma sexualité qui a l'air très vivide et libérée, je sais pas quoi. Les gens peuvent se dire waouh, la meuf c'est bon, tous les vendredis soirs elle est en sex party et elle a 50 partenaires et tout, et je pense qu'à un moment donné ça peut donner aussi une image irréaliste de le fait qu'en fait même les gens qui sont hyper ouvert, hyper kinky, hyper explorateur, c'est pas, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui vraiment tous les jours découvrent des nouvelles choses, tous les 3 jours sont en sex party, et c'est leur grande passion et leur grand hobby, ils font que ça de leur vie, mais le commun des mortels, c'est quand même des choses qui sont fluctuantes, quoi, et qu'on peut aussi en avoir, je pense, en tant qu'auditeur, une image figée qui n'est pas, qui est plus complexe. Voilà. Donc ça conclut cet épisode. Dans ce cas, on vous remercie. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce dernier épisode de la première saison de notre podcast Le Bisoudrome. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Le Bisoudrome, à nous suivre aussi sur nos comptes perso pour celles qui en ont. Donc Lovela, tu en as un, tu l'as pas dit la dernière fois. J'en ai un, c'est lo-VLA, Lovela. Et moi, c'est Lélina Kuss, Kuss. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner, à nous faire des commentaires, à nous dire aussi sur cette première saison, parce que du coup on réfléchit à la deuxième, aux perspectives et tout, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous voyez comme perspective, qu'est-ce que vous avez comme retour à nous faire. C'est vraiment le moment de le faire. Et c'est précieux parce que on le fait aussi pour être écouté, donc c'est bien que vous nous dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. C'est ça, avec 1 an maintenant de perspective. Et voilà, et d'ici le prochain épisode, on vous fait des bisous. Le Bisoudrome.
peut faire le bisoudrome en live Genre pour comment la fin. De- Pas genre Le le bisoudrome. Ok, allez. C'est un truc de clôture, quoi. Ouais, Ok. vas-y. Ok. Le bisoudrome.